Bonjour, bienvenue dans l'examen de vibration que nous avons eu cette année. Donc, on commence d'abord par le premier exercice. Nous avons une tige sans masse qui pivote autour du point A. À cette tige est accrochée une masse M. Nous avons aussi deux ressorts, K1 et K2, qui sont accrochés d'une part à la tige et d'autre part au bâti. Donc, un, il est à une distance du point A de L1 et l'autre à une distance de L2. Donc, le système, c'est un système à 1 degré de liberté. Je donne aussi, au cas où, le moment d'inertie de la masse d'une masse M par rapport à un pivot donné. Première question, démontrer en utilisant le principe fondamental de la dynamique que l'équation du mouvement libre du système I est M L2 au carré, dérivée seconde de θ, plus K1 L1 au carré, plus K2 L2 au carré, θ égale à 0. Donc, nous allons essayer d'appliquer le principe fondamental de la dynamique au système que nous avons vu. Donc, il faut d'abord commencer par énumérer toutes les forces qui s'appliquent à notre système. On a un ressort d'horizon K1. Donc, lorsque la tige tourne par rapport au point A, donc le ressort, là, il va être soit comprimé, soit allongé. Idem pour le ressort K2. Alors, si la tige tourne d'un certain angle θ, l'extrémité, par exemple, de ce ressort K1, il va se déplacer de L1 fois θ. Et par conséquence, le ressort, il y a une extrémité qui est fixe et l'autre extrémité qui a un déplacement de L1 θ. Ça veut dire que la force que le ressort va s'exercer, qui va s'opposer au mouvement, donc ici, si je suppose que la tige tourne dans le sens trigonométrique de θ, donc la force va être dirigée vers le bas parce qu'il s'oppose à ce mouvement et va avoir comme module K1 fois L1 θ. K1, c'est la raideur et L1 θ, c'est le déplacement de l'extrémité libre du ressort. De la même manière, le ressort K2, il va exercer une force de rappel, une force qui s'oppose au mouvement, dirigée vers le bas si θ est positif. Et donc, c'est égal à la raideur K2 fois le déplacement de l'extrémité libre du ressort de raideur K2 qui est L2 de θ. Alors, le principe fondamental de la dynamique que nous allons appliquer dit que la somme des moments de toutes les forces qui s'exercent sur notre système par rapport à un point, c'est égal au moment d'inertie par rapport au même point fois l'accélération angulaire. Puisque ici, j'ai un système qui tourne par rapport à un point d'un angle θ. Donc, sigma des moments par rapport au point A égale moment d'inertie par rapport à A du système fois θ seconde. Donc ici, je vais avoir une force de rappel donc, qui se pose et donc il va avoir ainsi moins K1 L1 θ, nous avons vu que c'est la force, fois le bras de levier, donc la distance L1. De la même manière, le deuxième ressort, il va appliquer une force K2 L2 θ, fois le bras de levier L2. Tout ça, il doit être égal au moment d'inertie de la masse M par rapport au point que nous avons dans l'énoncé, qui est ml2 au carré, fois l'accélération angulaire. Et donc, ça donne l'équation de mouvement qu'on nous a demandé de démontrer. Question numéro 2. Trouver la pulsation propre du système en fonction de K1, K2, M, L1 et L2. Alors, si nous avons l'équation de mouvement, la pulsation propre, c'est très simple à trouver, c'est la racine carrée du rapport du terme associé à X ou dans ce cas à θ, qui va être lié à la raideur en quelque sorte, et le terme d'inertie qui est associé ici à l'accélération angulaire et dans un cas d'une masse qui oscille, c'est lié au déplacement, plutôt à l'accélération de cette masse. Mais ici, c'est un mouvement de rotation, donc c'est le terme associé à l'accélération angulaire. Donc, j'ai pas besoin
trouver l'équation du mouvement, donc même si j'ai pas réussi à le faire, donc je vais utiliser l'équation du mouvement, hein, et donc la pulsation propre oméga n, c'est la racine carrée de ce terme-là associé à θ divisé par le terme ici qui est le moment d'inertie en fait. Donc voilà notre pulsation propre. Alors on va essayer de trouver l'équation du mouvement autrement en considérant les énergies cinétiques et potentielles. Et justement, dans la question 3, on nous demande de calculer l'énergie cinétique du système. Alors ici, nous avons une seule masse qui se déplace à une vitesse, donc ici, le centre de gravité de la masse m. Donc si j'ai le déplacement qui est égal à L de θ, ça veut dire que la vitesse de déplacement, c'est L de θ point, ou L de oméga. Et donc, j'ai une seule masse. Il ne faut pas oublier que cette tige n'a pas de masse. OK? Et donc, il y a une seule masse, M, qui est animée d'une vitesse L de θ. Par conséquent, l'énergie cinétique, c'est M demi fois la masse fois la vitesse au carré. Maintenant, il faut calculer l'énergie potentielle du système. Alors, le système comporte deux ressorts qui sont capables de stocker de l'énergie potentielle. En plus, d'après l'énoncé, on ne tient pas compte de l'énergie potentielle de la masse m due à la pesanteur. On nous a demandé de ne pas en tenir compte. On va y revenir dans la question 7. L'énergie potentielle d'un ressort fixe à une extrémité se déplaçant de x à l'autre extrémité, on le sait, c'est 1 demi fois la raideur k fois le déplacement au carré. Donc, l'énergie potentielle stockée dans les deux ressorts, c'est première énergie stockée dans le premier ressort K1, c'est 1 demi K1. Le déplacement de l'extrémité du ressort de K1, c'est L1 fois θ. Et donc, l'énergie, c'est 1 demi K1, L1 θ, le tout au carré. Plus deuxième énergie qu'on voit dans ce système-là, qui est stockée dans le deuxième ressort. Voilà. On nous demande de retrouver la même équation de mouvement en considérant que l'énergie totale est constante. Alors, ici, nous n'avons pas d'amortissement et donc il n'y a pas de dissipation de l'énergie. Toute quantité d'énergie qu'on injecte dans le système sous forme d'une rotation imposée ou d'une vitesse initiale, etc., il va être conservé. Donc, l'énergie totale est constante, donc sa dérivée par rapport au temps est nulle. Et donc, le dérivé par rapport au temps de EC plus EP, énergie cinétique plus énergie potentielle, c'est égal à 0. On remplace EC, EP par les expressions que nous avons déjà trouvées. On développe et donc on trouve une expression fois θ point égale 0. Donc ici, j'ai deux cas, soit θ point égale 0, quel que soit t, ou bien ce qui est entre parenthèses qui doit être nul. Mais θ point nul, ça veut dire θ constante tout le temps. C'est pas la solution qui m'intéresse, c'est une solution triviale. Et donc, l'équation du mouvement, en fait, c'est ce qui est entre parenthèses. Donc, c'est ce qui est entre parenthèses qui doit être égal à 0, quel que soit t. Et donc, je retrouve la même équation du mouvement que nous avons établie en utilisant le principe fondamental de la dynamique. Exercice 6. À quelle distance faut-il placer un amortisseur de coefficient C pour que l'amortissement soit sous critique? Alors, ce n'est pas une question que beaucoup d'étudiants ont saisi. En fait, ici, on demande la distance. Donc, la réponse doit être, on doit placer notre amortisseur à une distance L donnée. Donc, on demande quelle est la position de notre amortisseur pour que l'amortissement soit sous critique. Donc, on va imaginer que nous avons un amortisseur de coefficient C. Et donc, l'objectif, c'est de trouver, parce que en fait, on peut avoir la constante C, si on le place n'importe où, peut ne pas donner donc un amortissement sous critique. Et donc, ce qu'on va dire en fait, c'est
pour un coefficient C donné, où placer cet amortisseur pour que l'amortissement soit sous critique. Et donc, on va partir de la valeur de C et on va trouver là où il faut le placer. Et donc, avant de faire ça, il faut tenir compte maintenant de la présence de cet amortisseur. Et donc, il faut revenir à l'équation de mouvement pour ajouter l'effet de l'amortisseur. Donc, si on a un amortisseur, la force qu'il va exercer, ça va être proportionnel à la vitesse et le coefficient de proportionnalité C. Et donc, c'est CV. Or, la vitesse V, elle est liée à la rotation, ou plus précisément à vitesse de rotation. Et donc, la vitesse, ça va être égal à L, L étant la distance de la position de l'amortisseur par rapport au pivot A, fois la dérivée par rapport au temps de θ. Et, et là aussi, c'est une force qui se pose et par conséquent, l'équation du mouvement devient ce que nous avions avant, plus ce terme-là, hein, CL θ point C, la force, je multiplie par L, le bras de levier, pour avoir le moment créé par cette force. Et donc, si je divise le tout par ML2 au carré, j'obtiens cette équation en θ et ses dérivées. Alors, on sait que pour avoir un amortissement sous-critique, il faut que le terme associé au terme θ point, il doit être égal à 2m oméga n. 2m oméga n. Et par conséquent, pour que j'ai en fait 2m oméga n, c'est dans le cas pardon, l'amortissement critique. Si c'est sous critique, il faut que ce terme-là corresponde à un certain 2 zeta m oméga n, avec zeta le coefficient d'amortissement, et zeta il doit être inférieur à 1. Et donc, la relation qu'on trouve, c'est que ce terme-là, il doit être inférieur à 2 oméga n, ou bien égal à 2 zeta oméga n avec zeta inférieur strictement à 1. Ce qui donne la distance L, il doit être inférieur à la longueur de la tige, racine carrée de 2 fois la masse m fois la pulsation propre divisé par c, le coefficient d'amortissement. Donc voilà, c'est simple. Alors on revient à la question de l'énergie potentielle due à la pesanteur et on demande comme bonus de démontrer que la même équation de mouvement est obtenue même si on tient compte du poids de la masse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, nous allons considérer les ressorts à vide d'abord. Donc, ils vont avoir des longueurs à vide LK1 0, LK2 0. On va monter ces ressorts dans notre système et les longueurs, ils vont changer. Ils vont être maintenant LK1 et LK2. Alors, si on excite le système en imposant une rotation θ de la tige, par exemple, bon, l'extrémité du ressort de raideur K1, il va être la longueur qu'il avait avant, plus L1 θ, qui est due à une rotation de la tige de θ. Et donc, la force qui va être appliquée par le ressort, c'est K1 fois la nouvelle valeur, la nouvelle longueur du ressort, LK1 plus L1 θ, moins ce qu'il avait lorsqu'il était à vide. De la même manière, le deuxième ressort de raideur K2, il va appliquer une force égale à K2 fois LK2 plus L2 θ moins LK2 0. Et donc, si j'injecte ça dans l'équation de mouvement, ok, et bien sûr, il ne faut pas oublier le moment qui est créé par le moment ici qui s'oppose au mouvement, donc ça va être négatif, MGL2. Donc j'obtiens la force appliquée en tenant compte de toutes les longueurs, donc LK1
à l'équilibre, elle a un θ, la longueur supplémentaire, le déplacement supplémentaire de l'extrémité du ressort, moins la longueur initiale, donc à vide du ressort, etc., etc. Le moment créé par le poids mg de la masse m égale à m L2 au carré fois θ seconde. Ok. Maintenant, à l'équilibre, donc pour θ et θ seconde égale 0, cette équation est toujours valable et donc j'obtiens une relation entre mgl2 et les longueurs des ressorts de raideur carré K2. Et donc, je vois que si je remplace mgl2 par ça, je l'injecte dans la première équation, j'obtiens exactement l'équation quand on néglige l'effet de la pesanteur. Donc, effectivement, on n'avait pas besoin donc de tenir compte de l'énergie potentielle due à la pesanteur. Alors maintenant, on va voir une petite démonstration sur Working Model. Donc voilà, j'ai construit mon système sur Working Model. Donc j'ai une masse M accrochée à une tige. J'ai pris une masse très 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 faible pour la tige. J'ai accroché deux ressorts. Ici, j'ai les caractéristiques de mes ressorts, de la masse, etc. Et donc, je demande à Working Model comment le système va se comporter. Et donc voilà, la masse elle est en train d'osciller. Voilà. Maintenant, j'ai introduit la solution de l'équation de mouvement trouvée dans l'exercice et je vois que les deux courbes collent parfaitement. Voilà. Alors maintenant, si j'ajoute un amortisseur, donc la valeur de la constante de mon amortisseur est de 146 newtons par mètre par seconde. Alors, j'ai calculé la longueur L pour que l'amortissement soit critique. Et là, sur cette fenêtre, je calcule le taux d'amortissement, zeta. Et donc là, effectivement, je trouve que la, le mouvement, je vais cacher la valeur théorique. Et donc, voilà. Donc là, c'est pour le vérifier d'ailleurs. Donc, je vais dire, OK, je me limite à 46. Là, le coefficient d'amortissement, il va être faible. Et donc, effectivement, je vois que zeta est inférieur à 1. Et donc, voilà, j'ai un mouvement apériodique. Donc, c'est tout pour le premier exercice. Merci pour votre attention.